Alors, on passe à la période de questions. Le micro va arrêter de se promener. Est-ce que vous l'entendez bien en arrière? Ça va? Question, c'est pas... Ça fait partie de la réponse, souvent. Mes morceaux qui sont ailleurs. Est-ce que ce que je fais ou non, mes attitudes, etc., ont une influence sur eux et vice-versa? Oui, et oui aussi pour le et vice-versa. On le met de côté, on reviendra, mais oui. Est-ce que l'intelligence instantanée s'exprime seulement par la parole ou peut-elle s'exprimer par le mental, sans parole ni pensée préconçue? Bon, l'intelligence instantanée s'exprime par le mental. On parle donc d'énergie supramentale ou d'esprit saint, dépendamment des étymologies qu'on veut employer. Par le mental, c'est extrêmement dangereux. Quand l'intelligence supramentale s'exprime par le mental, c'est extrêmement dangereux et c'est souvent pénible. Ça crée les martyrs de transition supramentale, ça crée des individus qui ne font que mentaliser, qui vont court-circuiter leur canal réincarnationnel. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont même perdre les stimulations de leur vie antérieure. Ils vont perdre le goût de vivre, souvent. Et ils ne sont pas intellectuels. L'intellect, c'est le mental associé encore, disons, qui est dépendant de l'ego. Mais lorsque le supramental passe uniquement par le mental, ça fait des êtres humains qui ne sont plus capables d'exprimer des relations affectives, qui ne sont plus capables d'exprimer une forme d'amour, alors que l'être humain doit développer une intelligence qui a du cœur. Donc, il doit exprimer l'intelligence supramentale au maximum par la parole ou par n'importe quelle autre forme d'expression, autre que uniquement dans son mental. La problématique, c'est que l'être humain qui exprime l'intelligence supramentale, donc l'Esprit Saint, a un ajusteur de pensée. C'est un terme probablement beaucoup plus précis pour exprimer ce que dans l'Antiquité on appelait ange gardien. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique énergétique qui est créée à même le mental, qui est créée à même le contact entre l'énergie de l'esprit, donc le supramental et le plan mental, et qui vient servir de robinet. Quand on est trop manipulé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une conscientisation trop rapide, on ne comprend plus rien, ça fait peur à l'ego, ça s'étouffe. Ça ajuste. Progressivement, ça va ajuster surtout la parole. Donc, dans notre parole, on va dire des choses et si on s'écoute parler, l'ajusteur de pensée est opérationnel uniquement lorsqu'on s'écoute parler. Et ça, c'est une chose, une habitude qu'on devrait développer. Votre parole, elle est souvent faussée par votre ego. Et c'est une chose qui est extrêmement dangereuse et qui est dommage parce que l'être humain, chaque fois qu'il ouvre la trappe, il travaille contre lui. À peu près sans arrêt. J'écoute les personnes à la radio, j'écoute les personnes à la télévision, j'en rencontre fréquemment, puis ils devraient se taire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'un sage a dit à un moment donné que l'humain devrait se taire, il va évoluer plus vite. Pas parce qu'il doit préserver les secrets, mais quand il ouvre la trappe, normalement il travaille contre lui. Qu'est-ce que la réincarnation? Ah, je le sais pas trop, c'est une mécanique qui... Puis là voilà, il dit qu'il le sait pas, puis il commence à nous l'expliquer. Donc il sait. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, c'est quelqu'un qui... Bon, on le sait tout le temps. On passe notre temps à dire, tu sais. Bon, j'ai vu ma mère, tu sais, et puis... non, l'autre, il le sait pas. Mais on est collectif. On s'attend à ce que tout le monde le sache. Sinon, on peut pas se faire confiance. Ben là, je veux dire... si tu veux le dire, dis-le, tu sais. Mais ça veut nous dire que tu veux le dire. Alors, si tu dis « je veux dire », c'est comme si tu exprimes toujours que quelque chose qui te limite, qui t'empêche d'avancer. T'es toujours mal pris. Puis il y en a. Non, mais c'est-tu beau? Eh oui, non, donc c'est pas beau. C'est-tu beau ou c'est pas beau? Mais-en. Oh, c'est extrêmement dangereux. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'ajusteur de pensée, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il ajuste la parole ajuste la pensée, et votre pensée, c'est la mécanique par laquelle vient s'exprimer les grandes forces de manipulation stagnantes ou involutives chez l'humain. Hein, on pense qu'on pense, alors qu'en réalité, on pense pas. On veut dormir, ça pense dans notre tête. On a des techniques qui existent depuis l'Antiquité pour contrôler la pensée. Ce n'est pas nous qui pensons. Mais par contre, c'est nous qui parlons. Nous parlons dans notre tête. Parlez dans votre tête. Comptez jusqu'à 10 dans votre tête, puis arrêtez à 5. Vous allez voir, la majorité, vous allez être capable. Mais si la pensée décide de continuer jusqu'à 10, vous allez voir que vous devez... bien différent. Bien différent. La pensée, c'est l'âme, c'est l'ego. Mais la parole dans notre tête, c'est nous. C'est la conscience. L'autre nous copie. L'ajusteur de pensée, il va fonctionner si on s'écoute parler. Et la majorité des gens n'écoutent pas ce qu'ils disent, ils écoutent ce qu'ils vont dire. Hein? Et bon, puis ça parle, puis ils sont des fois en train d'écouter ce qu'ils vont dire. Alors, on doit écouter ce que l'on dit, et automatiquement, l'intelligence supramentale va s'exprimer par le meilleur média
la parole. Et en écoutant ce que l'on dit, souvent on va se dire, crime, ça n'a pas d'allure ce que je viens de dire là. Puis à un moment donné, crime, ça a d'allure. Hey, c'est intéressant ce que je dis là. Et là, vous allez commencer à être votre seul maître, vous allez vous instruire vous-même, vous allez apprendre vous-même, puis vous allez être capable de faire une croissance drôlement intéressante. Ce qui va vous permettre à un moment donné, quand vous allez rencontrer d'autres individus de votre calibre, non pas d'échanger vos énergies, mais de créer des synergies. Où là, tous les deux, vous allez augmenter vos potentiels énergétiques d'une façon extrêmement sensible, très intéressante. Et, encore une fois, vous êtes de plus en plus indépendant des mécaniques d'évolution collective, ce qui ne vous empêchera pas d'être assis 300-400 personnes ensemble à jaser. Mais vous êtes tous centrés dans votre intelligence, vous ne dépendez pas des autres. Donc, l'intelligence supramentale a intérêt à s'exprimer surtout par la parole. Ça ne veut pas dire qu'on fait des conférences, ça veut dire que lorsque l'on parle, on s'écoute parler. C'est ça que ça veut dire. Alors, progressivement, vous allez éliminer les anglicismes, les espagnolicismes. Si vous parlez en anglais, vous allez éliminer les francicismes. L'ajusteur de pensée parle dans une langue. Vous parlez 3 langues, vous en avez 3. C'est simple. Et progressivement, vous allez avoir une parole de plus en plus aristocratique, de plus en plus juste, de plus en plus précise. Parce que vous allez avoir une pensée, vous allez la manipuler à être de plus en plus juste, de plus en plus précise, ce qui va aider bien des choses. Quand vous allez instruire vos égos, c'est quoi instruire son ego? C'est quand on se raisonne. Pourquoi vous avez besoin de vous raisonner des fois? Parce qu'il y a un vecteur très manipulateur à l'intérieur de vous qui vous niaise. Puis vous êtes là, écoute, là, minute, là, faut que j'arrête, là, faut que je me calme, là. Vous êtes en train de vous raisonner. Vous êtes en train de parler à ce que vous croyez être, à l'ego. Écoute, le petit ego, calme-toi, là c'est moi qui vais prendre le contrôle de la chose. Là, c'est différent. Là, vous savez qui vous êtes. Puis vous savez que l'autre en arrière, c'est de la mémoire, c'est de l'émotivité, c'est des désirs, c'est des peurs. Et là, on lui parle. L'ajusteur de pensée va faire en sorte qu'à la longue, vous allez ajuster, donc en ajustant la parole, vous allez ajuster votre pensée. Ce qui fait que maintenant, quand vous allez vous raisonner, il va comprendre. Il va avoir des subtilités dans son langage. C'est important d'exprimer l'intelligence supramentale par la parole, mais pas en faisant des conférences, en s'écoutant. On peut écrire. Relisez-vous, puis regardez. Là, l'intelligence est bien exprimée, puis là, nécessairement, ça va permettre aux individus de finir par se libérer de toutes les limitations, les carcans planétaires que l'humain connaît depuis qu'il est ici. Juste se parler dans sa tête, c'est déjà... ça élimine énormément de pensées. Si on s'écoute parler, donc si on est vivant. Si on s'écoute parler dans notre tête. Si on est conscient de la résonance que ça crée. Autrement dit, si on dit quelque chose, puis qu'on vérifie si c'est ça qu'on a voulu dire. C'est ça qui arrive quand on s'écoute parler. À un moment donné, on va dire à quelqu'un, ben écoute, c'est pas ça que je voulais dire. Quand est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous vouliez dire? C'est quand l'autre, il sert ce que vous avez dit puis qu'il s'en sert contre vous. Là, vous dites, minute, non, c'est pas ça que je voulais dire. Si vous vous seriez écouté, vous auriez rectifié au fur et à mesure. Ben là, ça aurait été correct. Donc, dans la tête, c'est déjà très bon. Mais il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas qu'on pense dans sa tête, il faut qu'on parle. Comme il y a des personnes qui pensent à haute voix, qui vont penser toutes des conneries qu'ils vont dire aux autres. Et ils ne s'écoutent pas parler, parce que vous êtes pas cons, hein? Si vous vous écoutez le moindrement, vous allez vous rendre compte que les 3/4 de ce qui vous nuit dans votre parole puis dans votre vie, vous allez immédiatement être capable de le savoir. Facile. Vous rencontrez quelqu'un pour avoir un nouvel emploi, écoutez-vous parler. Vous allez apprendre en maudit. Le prochain emploi, là, s'il n'a pas eu celui-là, là, vous allez voir que le prochain... Vous allez connaître votre ego, vous allez connaître ce qui vous manipule, ce qui vous ennuie. Vous êtes capable, sans moi puis sans aucun livre, de faire cette mécanique-là. Vous allez savoir énormément. C'est pas ça du tout. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez de l'expérience pour faire ce genre d'emploi? Non, pas tellement. Vous venez d'entendre, vous savez que c'est pas ça qu'il veut entendre. Non, pas tellement. Par contre, je suis une personne qui apprend vite en maudit. Ben oui, vous venez d'apprendre que c'est pas ça qu'il fallait dire. Là, vous êtes vivant. Mais ça sert. Là, un instant. Là, vous vous servez de la vie pour évoluer, pas uniquement pour vous trouver un emploi. La personne, elle va continuer 2-3 fois, puis subitement, vous dites « Non, mais... » Ou encore « Ben, je pense que... » Non, je pense pas. Je suis sûr que je peux le faire. Il y a une grosse nuance, mais subitement. Je pense que... Non, je pense pas. Je suis sûr que je peux le faire. Et là, vous vous instruisez. Peut-être que lui vous prendra pas. Peut-être qu'il va vous prendre parce que c'est bien bizarre. Vous vous rectifiez au fur et à mesure. C'est vrai que vous apprenez vite. Mais la prochaine fois, oui, effectivement. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est utile dans les relations humaines. Ben voyons donc. Il y a un communicateur qui dit ça, là. Non, il pense. Moi, je pense pas. Moi, je suis sûr. Je sais. Il y a différentes formes d'amour, mais on le sait, je le sais. Je pense que faudrait que tu prennes ces médicaments-là pour guérir. Tu sais, le médecin qui vous parle, qui pense que vous disiez, il est pas sûr. Non, il est sûr, lui. Si vous lui dites comme ça, ouais, mais là, vous n'avez pas l'air d'être sûr. Ah oui, je suis sûr. T'as pas l'air convaincu. Ah, je pense bien que je suis convaincu. Il pense qu'il est convaincu. Il est encore pas sûr. Je pense qu'il neige. Si vous savez qu'il neige, vous dites il neige.
Bon, le médecin se détruit. Il parle contre lui. C'est ce qu'il faut qu'on arrête de faire. L'ajusteur de pensée va aider. Si on s'écoute parler, on va cesser de parler contre nous, ce qui va aider énormément. Il y en a des mots faux. Oh. Et c'est ça qui est le problème. Dans notre tête, c'est la même chose. Ça pense à deux. L'ego vient parler. Vous êtes né pour un petit pain, vous êtes un médiocre. Bon, ça c'est ce que l'ego vit. L'ego veut pas. Bon. Alors, à un moment donné, je lui pose la question. Es-tu capable de parvenir à un contact supramental penses-tu que tu serais capable? Crois-tu que tu serais capable? Sais-tu que tu serais capable d'un jour de parvenir à un contexte supramental comme ça? Peut-être que oui. Le peut-être, c'est l'ego qui vient de parler, puis le oui, c'est vous qui venez de parler. Ça fait peut-être que oui. Puis qu'est-ce qui résonne, si vous n'êtes pas là pour filtrer ce qui arrive à l'ego? L'ego, il retient peut-être que oui, donc, pas sûr. Puis progressivement, on s'entretient, on finit par penser qu'on n'est plus capable de rien faire. Mais c'est sûr, on est bâti de ça. Toute notre vie, on se l'est fait dire sans arrêt, par nous-mêmes, imaginez-vous. On se fait confiance, puis on se répète que c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut écouter ce qu'on dit. Là, l'intelligence supramentale va être drôlement efficace. Quelle utilité peuvent avoir les cristaux de quartz dans la conscience ou conscientisation supramentale, s'il y en a une? Utilité. Bon, je vais répondre uniquement à cette personne-là. Hein? Écoutez pas. Bon. Toutes les choses sont utiles. Rien n'est essentiel. Alors, si on a besoin d'une forme, on prend une forme. Puis les formes en danger, à un moment donné, finissent par se juxtaposer à la réalité. Adorer un crucifix, c'est intéressant. Ça vous permet de concentrer vos énergies vers une forme qui vous permet de cesser d'être dérangé par l'extérieur. Puis une fois qu'on est concentré sur le crucifix, on lâche le crucifix, puis on va chercher exactement ce qu'on va aller chercher. L'humain n'étant pas capable de se débarrasser de la forme, il va prier le crucifix, puis finalement, il va tout mettre dans le crucifix. Rentrer dans une église, casser le crucifix, ils vont vous crucifier. Pourtant, ils sont donc idolâtres. Alors, c'est un peu... Les cristaux, c'est la même chose. Tout a une forme d'intérêt ou d'utilité. Rien n'est essentiel en ce qui concerne les mécaniques de forme. Ça peut être utilisable, il y a toujours un danger sous-jacent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on oublie que c'était une forme, ça devient un problème. C'est ce qui nous est arrivé en tant qu'être humain. Ben, L'ego oui. a fini par penser qu'il était la personne. Et puis, Juste la mode, t'organises ton corps physique, c'est la forme encore une fois. C'est évident que c'est essentiel le corps physique. Mais il faut pas non plus que tu tombes dans l'idée que c'est juste ça. La raison sociale, qui êtes-vous socialement? On n'a rien à foutre qu'on est socialement. C'est beaucoup plus plaisant d'être quelque part où c'est correct. Oui. Mais ce n'est pas ça qui est le phénomène évolutif. On doit s'en servir. Les cristaux au niveau de la mécanique, le cristal, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va obliger le corps vital à s'ajuster à une forme, à une longueur d'onde de résonance. Et le corps vital est l'enveloppe qui va créer le double éthérique, donc qui va recevoir la conscience supramentale. Et ajustant le corps vital à une longueur d'onde particulière, ça va engendrer différents processus. Le corps vital est quelque chose qui est altéré régulièrement par l'ego, et c'est ce qui va engendrer les pathologies physiques. Le corps vital étant ce qui maintient le corps physique dans sa forme. Le cristal peut refaire vibrer le corps vital à un certain niveau, que ça peut engendrer aussi des cures au niveau pathologique. Pas nécessairement, ça peut améliorer le corps physique. Et par contre, ça peut aussi, c'est l'enveloppe de l'âme, ça peut donc obliger l'âme à des difficultés d'expression dans certaines problématiques qu'on ne veut pas. Ça donne donc une forme d'intérêt. Mais c'est évident que une discussion entre êtres humains intelligents peut aussi avoir des effets qui sont aussi puissants que d'être entouré de cristaux. La problématique, c'est que le cristal, la journée que tu te le fais voler, tu as l'impression de perdre quelque chose. C'est là le problème, vous êtes attaché à la forme. J'ai perdu mon cristal. Et cristal que ça va mal. Et puis après ça, on continue à vivre, on l'a plus. Une charge, je l'ai eu pour 6 mois, tu sais, j'ai quand même pu m'en servir pour 6 mois. Si c'est l'ego encore qui parle, c'est moins pire. Mais on continue. Tandis que l'individu qui attache de la valeur à son cristal, c'est là qu'il se fait ramasser. Il place son évolution, sa conscience dans le cristal. Dans l'absolu, il n'y a aucune chose importante, il n'y a que des choses utiles. Et l'important, c'est quand on attache de l'émotivité dedans, ce qui fait que là, ça devient même souvent nuisible. Comment s'appelle le raisonnement que j'arrive à faire en 1 seconde, sans aucun mot? C'est comme un fil d'énergie. Veux-tu ajuster ta réponse à moi et non à la salle? On appelle ça le savoir instantané, c'est de la conscience. C'est la conscience. Quand je vous dis qu'à un moment donné, on sait plein de choses, moi, de temps en temps, je parle vite parce que j'en ai en arrière. Mais je dis pas tout. Il y a bien des choses qui sont là uniquement pour moi, puis c'est intéressant. Et puis, il y a des choses qui sont là pour les gens. Quand on me pose des questions, je réponds, ça va. Puis c'est pas une question de je me limite parce que vous n'êtes pas prêt. C'est une question que j'ai pas assez de bouche. À un moment donné, on sert de celle qu'on a, puis on dit ce qu'on peut dire.
La personne, ce qu'elle vit, c'est Celle-là est déjà pas mal occupée. Effectivement. Et puis, ce qui arrive à la personne... Ce qui arrive à la personne, c'est qu'elle a effectivement un contact suffisamment spontané où elle a accès à énormément d'informations en pas grand temps. Puis quand elle dit une seconde, probablement que c'est beaucoup moins qu'une seconde. Une seconde, c'est 0,1. Ça, c'est une seconde. Et c'est ça, c'est un contact avec de l'instantanéité qui peut être de l'astral supramental, qui peut être de l'énergie supramentale. Et pourquoi je dis encore une fois qu'on doit s'habituer à appliquer certaines petites mécaniques. On vient juste de parler de l'ajusteur de pensée par le fait de s'écouter parler. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va avoir une parole suffisamment juste, qu'elle va être capable de commencer à communiquer par la parole ce qu'elle vient de savoir là, ce qui va lui permettre temporairement de l'aider au niveau de la mémoire parce qu'elle va être capable d'instruire son ego avec ce qu'elle a eu en énergie. Ce que la personne, elle touche, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui ne laisse pas de forme, ça n'a pas d'information. Par contre, ça peut facilement en créer, et en créant de l'information, ça crée des mécaniques pour être conservées chez nous. Mais la forme, on s'en balance. L'information que je vous donne n'est pas importante. L'énergie qui est communiquée, elle va être utilisable. Puis l'information peut être agréablement utile, à un moment donné. Mais ce n'est pas l'information qui est importante. La personne, elle a accès, elle a un contact énergétique, ça se passe extrêmement rapidement. Puis c'est comme ça. Il n'y a pas de mémoire là-dessus, il y a une mémoire de la présence, de l'intelligence, mais il n'y a pas de mémoire au niveau de la forme, de l'information, il n'y a pas d'information. Et l'ajusteur de pensée va transformer l'énergie supramentale en information utilisable par lui-même. Mais pour ça, encore une fois, il faut qu'on parle. L'information, c'est comme un emballage d'énergie. Puis là, on sait qu'on a reçu de l'énergie parce qu'il y avait une boîte avec, qui avait de l'information. Mais juste de l'énergie pure, on n'est pas habitué d'en avoir. Ça fait quand on en a, on... D'ailleurs, l'humain panique toujours quand il rencontre de l'énergie pure. Il y a un séminaire que je donne à un moment donné des personnes et les individus finissent par la pensée, l'astral au complet s'en va, mais eux restent dans leur corps physique. Et là, ils ont leur ajusteur de pensée totalement ouvert, puis il est dans le plan morontiel. Tout ce qui rentre là-dedans, c'est de l'énergie. Il n'y a pas d'information dans le plan morontiel, c'est de l'énergie. Alors, subitement, ben voilà, je te pose la question, est-ce que tu es malheureux? Non. Est-ce que tu es heureux? Non. Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Non, c'est neutre. Mais là, ils sentent autour d'eux autres leur ego qui commence à venir fou, ils commencent à paniquer l'ego. Il n'y a aucun problème, parce qu'ils ont rien qu'à arrêter certaines petites choses, puis l'ego revient immédiatement avec l'âme, etc., puis ils se retrouvent comme ils étaient avec la mémoire de l'expérience. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils ont de l'énergie pure. Tout ce que je leur dis, ben non, mais tu peux te guérir, tu peux te retrouver ta santé, tu peux te reposer, tu peux... Mais l'ego a peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'information. Alors, c'est comme si je bois le vide. C'est l'absolu. Il n'y a pas d'information. Qu'est-ce que c'est que l'absolu? C'est une énergie qu'on peut former à notre guise. C'est l'absolu. Alors, tu vas avoir d'informations. Comme moi, je me connecte où pour avoir l'information? Je prends simplement de l'énergie. Si tu me dis, qu'est-ce qu'il faut pour faire telle chose? Bien, cette énergie-là, elle est transformée dans la réponse. Bon, tu me poses une autre question, bien, la même énergie est transformée dans l'autre réponse. C'est de l'absolu. Mais pour l'ego qui ne peut pas interpréter, l'ajusteur de pensée n'est pas encore suffisamment opérationnel, il n'y a pas d'interpréteur convenable, puis en plus, il ne fait pas confiance à ce qui peut sortir de sa tête à lui, parce qu'il n'est pas diplômé en contact supramental. Nécessairement, il n'arrivera pas à toucher cet absolu-là. La personne, ce qu'elle a, elle a quelque chose comme ça qui passe, qui peut donner des bribes d'informations, mais qui normalement est extrêmement rapide, c'est de l'intelligence, de la conscience. Sauf qu'elle n'a pas encore développé suffisamment la mécanique pour aller la chercher, et ça va se faire, encore une fois, si la personne continue à faire ce qu'elle fait, elle va finir par le faire. Est-ce que le livre du Rancière est de source supramentale? Expliquez. C'est un psychiatre qui l'a écrit. Faut savoir, hein? La cosmogonie du Rancière est un livre qui effectivement est d'origine supramentale. Il a été écrit pour une seule et unique raison, descendre de l'énergie dans la matière. C'est un livre qui n'a pas été écrit pour être lu. Donc l'histoire qui est inclue dedans n'est pas nécessairement une histoire véridique. C'est une histoire qui se rapproche de plusieurs formes véridiques de l'évolution humanitaire planétaire. C'est une histoire relativement adaptée dans certaines parties de l'histoire. Mais c'est un livre qui amène uniquement une vision neuve, et l'intelligence supramentale, c'est de la nouveauté, c'est du neuf. Ça veut dire que c'est un livre qui amène de l'intelligence dans la matière, mais c'est un livre qui ne demande pas à être lu. On peut l'acheter, par exemple, puis on le met dans sa bibliothèque. Puis on est fier d'avoir la cosmogonie du Rancière. Mais on lit pas ça, ce livre-là. C'est bien trop de pages, c'est bien trop épais, il y a bien trop d'affaires là-dedans. C'est pas utile. C'est de la nouveauté. Ouais. Comment discerner une colère mentale et une colère émotive? Juste m'en servir comme exemple, parce que pour ce que tu disais tantôt, comment discerner une colère mentale et une colère émotive, c'est
comment discerner une colère mentale d'une colère émotive. Quand on écrit, Ben, c'est la même on chose. écrit comme on parle, puis on dit. Oui, d'une, effectivement, c'est l'un par rapport à l'autre. La colère, qu'est-ce que c'est? Savez-vous ce que c'est que la colère? La colère, c'est une mécanique d'écœurement qui est toujours amenée par de l'intelligence. La colère n'est jamais amenée par autre chose que de l'intelligence. L'être humain qui est capable de colère est un être humain qui a des contacts avec l'intelligence. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'astral, l'ego, l'âme, les mémoires, la psychologie, c'est toute la même chose. Eux vont se servir de cette mécanique-là. À un moment donné, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous nargue, qui vous niaise, 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 ou on vous hérite le corps physique, etc. Je te pile ses pieds, je te pile ses pieds, je te pile ses pieds. À un moment donné, ton ego va se mettre à crier. Colère. La colère, qu'est-ce qu'elle fait? La colère, elle vient briser un processus de manipulation. Elle purge, elle fait le ménage. La problématique, c'est que quand c'est l'ego qui devient le maître qui va exprimer la colère, c'est une colère astrale, une colère émotive. Et dans ce cas-là, normalement, nos colères ne sont pas ajustées par l'intelligence, bien qu'elles aient été amenées par l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à un moment donné, amène à l'ego la vision de l'absurdité. Et quand l'intelligence amène la vision de l'absurdité, immédiatement, l'ego en crée un roll-ball. Et là, nécessairement, l'ego va réagir par mécanique réflexe pour purger. Il y a un danger, on doit éliminer. Il y a des personnes qui, à un moment donné, eux, vont toujours avoir une vision mémorielle de ce que l'intelligence leur a amené. Alors, ils seront en perpétuelle colère sur des gens extrêmement colériques sans arrêt, puis on dira pour rien. C'est qu'eux se servent de leur contact mémoriel. Par exemple, il y a des enfants qui sont des parents qui sont en colère, le moment que leur enfant fait une petite bébelle, c'est que là, ce n'est plus l'intelligence dans la spontanéité qui vient les mettre en colère, c'est la mémoire d'une certaine chose. C'est une irritation mémorielle. La colère mentale, c'est encore une fois une perception donc d'une mécanique d'intelligence qui nous fait dire que là, écoute, c'est dangereux, c'est plus correct, arrête-moi ça. Donc, ça va amener chez l'ego de l'écœurement. Quand on est écœuré, de l'écœurement, c'est encore plus puissant au niveau de la colère mentale, mais l'être humain, quand il en a ras-le-bol, quand il est écœuré, il a le temps qu'il fasse du ménage. Alors, à un moment donné, vous allez être en colère contre vous parce que, par exemple, vous mangez toujours d'une façon inécologique, puis là, vous voulez plus. Vous piquez une colère. Qu'est-ce que vous faites? Vous tassez les mécaniques astrales autour de vous qui vous obligent à manger croche. Si la colère est émotive, la problématique qu'il y a dans une colère émotive, c'est que vous allez émettre, j'appelle ça des nutriments, c'est des quantités d'énergie particulières qui nourrissent le monde de la mort. Un meurtre, ça en émet bon paquet. Un viol, ça nourrit le monde de la mort. Du monde qui se drogue, ça nourrit. L'alcoolisme nourrit. Les chicanes de famille, le bonheur, gagner à la loterie, perdre son argent après, ça nourrit le monde de la mort. Ce qui fait que tout, puis ça on l'a vu dans différentes conférences qu'on a faites dernièrement, tout le phénomène astral s'arrange pour se nourrir, s'alimenter des expressions émotives de l'humain. La colère émotive, elle a donc comme problématique, premièrement, que bien souvent, vous allez perdre le contact avec votre conscience. Pendant une colère émotive, vous pouvez aller au-delà de ce que vous aviez vu comme perception d'intelligence. Une colère émotive, par exemple, sur un enfant peut faire en sorte qu'on va l'engueuler pas mal trop ou qu'on va le battre à outrance. Avec les adultes, on va dépasser encore une fois ce que nous, on aurait raisonnablement fait si on aurait été présent pendant la colère, parce que bien souvent, on est rejeté à l'extérieur du corps. L'astral vient faire la colère, après ça, on vient constater ce qui se passe. Des fois, notre poignet est cassé, on le tapé dans les murs, des fois, etc. Alors, ce qui va arriver avec la colère astrale, c'est qu'elle nourrit le monde de la mort, ce qui fait qu'elle va donc attirer autour de vous des mécaniques qui se nourrissent de vos colères, et donc, on va finir par se faire manipuler. On va rejeter ce qui nous écœure, et puis, on va finir par devenir une personne à la longue qui peut exprimer de la colère trop facilement pour rien. La colère mentale, elle n'est pas sécrétative, c'est-à-dire qu'il n'y a à peu près pas de sécrétion hormonale engendrée par une expression émotive. Elle est normalement applicable, faite par un être humain capable d'être mental. Un peu comme si vous vous disiez, bon là, je suis tanné, mettons, de telle personne, là, mettons un colocataire chez moi, il est toujours rendu dans ma chambre, toujours rendu dans mes affaires, il est toujours en train de fouiller dans mes chaudrons, je me fais un pâté et quand j'arrive, il le mange à moitié. J'en ai ras-le-bol. Pourquoi vous en avez ras-le-bol? Parce que c'est pas ça que j'ai à vivre, c'est pas ça que je vais vivre, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas écologique, il n'y a rien à faire. Là, en dedans, on dit, ben, mets-les dehors. Je partage mon loyer avec lui, je le mets dehors, j'y arriverai pas non plus. Alors là, ça va être, bon, ben là, quand il va arriver, je vais y piquer une de ses colères. Mais là, on doit la préparer. C'est une colère mentale, il y a une grosse nuance. Comment on discerne entre un et l'autre, ça va être surtout en fonction de pouvons-nous contrôler ce que nous sommes le temps qu'on fait la colère. C'est comme ça qu'on discerne entre un et l'autre. Notre colocataire arrive,
Puis là, on fait une colère. On fait du théâtre. Émotivement, la personne ne peut pas, elle n'est pas encore assez écœurée. Astralement, elle peut le faire, elle est écœurée astralement, mais elle ne pourra pas contrôler sa colère. Alors, si on fait une colère mentale, ça veut dire qu'on est le maître contrôleur des mots qu'on dit, on écoute ce qu'on dit, on est conscient, on ajuste émotivement en fonction de la vibration. Là, j'en ai ras-le-bol, etc. Mais en même temps, on écoute ce qu'on dit. Puis on contrôle les paroles. On contrôle les paroles, on ajuste la tonalité de la voix, on ajuste notre vibration, on ajuste en fonction de la réaction sur l'autre, vas-y pas trop, vas-y assez. Et puis par la suite, normalement, quand la personne va revenir, le moindrement qu'elle fait une connerie immédiatement, c'est le même tonus mental qui revient, pour que la colère mentale ait une continuité. Et l'autre va t'instruire. Quand on fait une colère, c'est pas long. Quand on fait une colère mentale dans l'astral, pour certains qui connaissent l'idée, tu sais, ça va tellement mal dans votre vie, à un moment donné, c'est foutez-moi la paix un peu, laissez-moi un repos. La colère mentale, ça va être la même chose, sauf que là, on gueule simplement, mais on gueule mentalement. C'est une technique complète. La personne a peut-être déjà fait le séminaire sur la colère mentale. C'est quand même une technique qui est assez exhaustive. Il y a quand même des éléments à ramasser là-dedans pour éviter des petites problématiques à un moment donné. Parce que tant qu'on est anonyme dans l'astral, on se fait chiarer, c'est pas trop pire. Mais quand ils nous ont repérés, parce qu'on est allé crier un peu, là, c'est différent un peu. Vous êtes syndiqué, mais quand on vous a repéré à travers la gang, là... Pour bien discerner, quand tu termines une colère mentale, t'es pas supposé d'avoir sécrété, donc t'as pas de sueur, le cœur te débat pas plus Ça vite dépend simplement de ce que tu as fait pendant la colère mentale. Parce que si tu as crié énormément, probablement que tu as respiré souvent. Donc, ce qui fait que tu peux y avoir un tonus physique qui va arriver. Mais où il est important, c'est que tu n'auras pas de trémolo dans ta voix. Tu n'auras pas non plus de résidus de culpabilité ou de résidus tu n'auras pas de résidus émotifs exprimés dans ton corps physique. Par exemple, tu as gesticulé énormément pour que l'autre comprenne ou pour que l'astral comprenne, c'est évident que tu as fait un exercice physique. Bon, sauf que tu n'auras pas premièrement, tout ce que tu auras dit, une fois que tu es refroidi, là, tu t'es à ta place, c'était correct. Ça reste correct. Pas égoïquement. Pas dans genre, le méritait de toute façon. Ça n'a rien à voir, là. Est-ce que tu as atteint l'objectif? Est-ce que tu es ton maître contrôleur? On dessine une colère mentale comme ça. Vous avez une voix mentale, pas de trémolo, le centre laryngé est bien centré. C'est pas parce que là, le centre est déphasé par en arrière. Oui, mais là, il est déphasé par en avant. C'est centré sur soi-même, on reste soi. Et puis, il y a des petites choses comme ça que la personne doit apprendre pour discerner. Est-ce qu'on est immortel dans nos rêves? Notre âme est là sans notre corps. On vit quand même, mais de façon d'imagination réelle ou superficielle. Ben, c'est comme tu disais au départ, on est immortel, mais ça m'intéresse pas, moi, d'être immortel comme ça. Tu sais, je suis immortellement ignorant, c'est intéressant. Je suis immortellement en train de me faire ramasser, je suis immortel. Vous savez, quand vous prenez un arbre et vous le tuez, vous en faites un meuble, le bois est immortel. Les constituants du tronc d'arbre sont toujours là. Faut foutre le feu là-dedans. Mais le carbone est immortel, hein? Puis l'azote est immortel. Les constituants sont toujours là. Cherchez-le, l'arbre, par exemple. On est immortel dans ce sens-là. Quand on fait des rêves, nos mémoires sont immortelles, ils s'en vont, ils se fondent, ils se déforment, ils se défendent, oui. Et puis progressivement, eh bien, on sait plus trop. Même votre passé, vous l'imaginez, vous êtes même plus sûr, vous l'avez amélioré. Pour la majorité des gens. Assez qu'on parle du bon vieux temps, à l'époque on chialait tout le temps. On l'améliore, c'est de l'immortalité. Mais inconscient là-dedans, c'est que nous, on est le jeu total de la mécanique. On est en perpétuel changement, puis on revient toujours aux mêmes roues, puis on revient toujours aux mêmes mécaniques, puis c'est une immortalité brahmanique. C'est pas intéressant. Tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens. Vous êtes immortel. Vous passez votre éternité à vivre sur la planète Terre, à jamais savoir ce que vous faites. Puis quand vous commencez à comprendre, vous mourrez, puis vous renaissez, puis vous remourrez, puis vous renaissez. C'est une immortalité. Ça m'intéresse pas. Comment fait-on pour s'enégoïser dans la vie de tous les jours si on est émotif et craintif vis-à-vis de l'évolution? Ben, on s'enégoïse. Premièrement, vous n'êtes probablement pas émotif. Puis vous n'êtes probablement pas craintif vis-à-vis de l'évolution. Par contre, c'est évident que votre ego est émotif. Il s'exprime facilement par votre corps physique, ce qui fait en sorte que vous pensez que vous êtes émotif. Puis en plus, votre ego a probablement une sainte peur de l'évolution. L'évolution va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez prendre le contrôle de votre vie, de vos réactions émotives. Quand il va pleuvoir, là, ça vous dérangera plus. Mais l'ego, lui, il veut se nourrir de ça chialer quand il pleut. Il peut plus, là. C'est évident qu'il a peur que vous évoluez. À un moment donné, vous allez rencontrer des personnes, puis votre ego ne pourra plus s'exprimer dans votre corps physique. Vous transpirerez plus, vous rougirez plus, vous blanchirez plus, vous irez pas aux toilettes 4 fois.
Là, votre ego s'exprimant peu, il meurt lentement. C'est-à-dire qu'il perd un pouvoir. Et chez vous se développe la puissance. C'est évident que l'ego va avoir peur de l'évolution. À un moment donné, vous allez même devoir éliminer autour de l'ego certaines petites béquilles qui nuisent. Mais lui, c'est habitué, ces béquilles-là, là, c'est ses amis, là, c'est ses talismans. C'est de l'idolâtrie béquilleuse. Puis là, on doit abandonner ces choses-là pour remplacer par quelque chose de mieux. Mais c'est évident que l'ego va avoir peur de l'évolution. Il ne peut pas faire autrement que d'avoir peur de l'évolution, parce que progressivement, vous allez le dépouiller de l'illusion. Et à un moment donné, en plus, l'ego va devoir être confronté à se découvrir tel qu'il est. De la mémoire, de l'énergie qu'on va servir. On la garde, on va l'utiliser. Mais l'ego ne contrôlera plus. Alors nécessairement, l'ego a peur de l'évolution. Émotif, non. Regardez ceci. Présentement, est-ce que vous avez peur? Non. Pourquoi? Parce que votre corps physique n'exprime pas de peur. Le cœur bat pas, vous n'êtes pas en train de transpirer, une transpiration de peur, etc. Pourquoi vous pensez que vous êtes émotif? C'est parce que votre ego est capable facilement de jouer avec votre système endocrinien. Alors, à un moment donné, je connais la personne, par exemple, je lui dis « Tu es bien belle aujourd'hui. » Elle se met à rougir tout de suite. Elle est maudit que je suis émotivé. Absolument pas. C'est parce que moindrement qu'on vous parle, votre ego bouge, puis l'ego bougeant, il vient s'exprimer par le système endocrinien. Alors, il va dilater les vaisseaux périphériques, il y a plus de sang qui passe, vous devenez rouge. Mais vous, là-dedans, vous n'êtes pas plus émotif. Ça rougit, je regarde dans le miroir, et c'est niaiseux. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous n'êtes pas émotif. L'humain n'est pas peureux. Mais en dedans de lui, il y a une mémoire qui a peur en maudit parce qu'elle se nourrit de l'expérience de la peur. Alors, elle va en profiter. Vous, là-dedans, vous n'êtes pas peureux. Vous avez même la capacité, à un moment donné, de vous raisonner. Imaginez. Là, tu sais, vous vous promenez dans une rue la nuit, puis là, ça a peur. Puis là, vous vous dites, écoute, le crime, il faudrait que je me calme un peu. Vous êtes capable de vous raisonner. Ben, vous n'avez pas peur. La peur vous habite. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Puis là, essayez pas de travailler pour faire évoluer la peur jusqu'à la plus peur. Ça évolue pas de la mémoire, ça oublie. Dans l'oubli, c'est l'évolution, ça s'améliore. Mais vous là-dedans, prenez pas de temps à faire évoluer une mécanique qui évoluera jamais. Contrôlez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire contrôlez-vous? C'est pas contrôler la peur. C'est pas vous la peur. Finissez par prendre l'expérience d'exprimer de plus en plus ce que vous êtes. Par l'intelligentiation, c'est la meilleure façon. Moi, on dit que c'est con que la peur soit là. C'est con d'avoir peur. Est-ce que moi j'ai peur? Non. Et moi, non. Mais le corps a peur, lui. En dedans, ça a peur. Ben là, écoute, cours si tu veux, mais enfin, je te pas. Tu cours pas trop vite. Moi, j'ai été pris dans la jungle à un moment donné, dans la forêt vierge du Petén, au Guatemala. C'est la forêt vierge la plus dense au monde. Et puis, je couchais avec un zoologiste, un photographe, puis un de mes amis, puis avec un guide Maya, puis ses enfants, dans la jungle. On avait été pris par des trucs originaux, des grosses vagues dans la lagune, puis ça pouvait renverser la pirogue. Puis lui, il avait jamais vu des vagues comme ça en 50 ans qui étaient là. Alors, on a campé dans la jungle, on a coupé un peu les aiguilles qu'il y avait après les branches, après les troncs d'arbres, on a ramassé tout ça. Bon, on a monté nos tentes. Il pleuvait, c'était la période de sécheresse, il pleuvait quand même. Et puis, on a monté nos 2 tentes, et puis dans la nuit, eh bien, il y a une bébête qui est venue nous réveiller. Un animal qui s'est mis à gueuler. Un bruit intéressant. Alors moi, j'étais avec mon ami dans ma tente, et puis on s'est réveillé en sursaut, on a monté 2 pieds dans les airs. Et puis là, on était encore dans les airs, quand je me suis tourné vers mon ami, puis je lui ai posé la question, je lui ai dit « Tu entends ce que j'entends? » Puis là, on est tombé dans nos matelas, puis là, il me dit « Oui. » Et puis, on a analysé les choses, on a rallumé une scie mécanique d'entente, probablement qu'on aurait entendu encore la bébête qui gueulait. Ça gueulait en maudit. Moi, la première chose qui m'est apparue comme vision quand je me suis réveillé, c'était un Tyrannosaurus Rex. Le roi des terribles lézards, c'était un dinosaure. Alors, mon corps physique connaissait probablement. Il y avait des génétiques chez moi, là, que ça, il savait que c'était un carnassier qui gueule, puis quand ça cesse de gueuler, ça va chasser. Alors, j'espérais qu'il chante toute la nuit. Alors, à un moment donné, eh bien, je dis, je vais aller voir le guide, je vais lui poser la question. J'ouvre la fermeture éclair, je sors de la tente, et là, je vois la tente du zoologiste qui est là. Fait que lui, c'est un zoologiste, il connaît ça, les animaux. Alors, je brosse la tente pour le réveiller, puis je lui demande c'est quoi? Pas de réponse. Alors là, je marche lentement, comme ça, allègrement, je me dirige à travers les arbres pleins d'aiguilles, puis ça, quelqu'un qui court là-dedans en panique, il revient tout massacrer. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que... Non, je sais pas. Je marche lentement dans le sentier avec ma grosse lampe de poche que je n'allume pas parce qu'en même temps, je me suis dit, crime, si je l'allume, il va savoir ce que je suis. Alors, je l'allume pas, je marche lentement et subitement, je me rends compte que je cours, mais que je cours vite en maudit. J'étais un bon coureur. J'étais pissou, moi, quand j'étais jeune. J'ai appris à courir. Alors là, j'arrête subitement, puis là, je me dis, écoute, c'est dangereux de courir comme ça.
Mais là, moi, j'ai pas peur de bord, parce que moi, je suis capable de me raisonner. Mais subitement, la peur reprend le dessus. Et j'arrive encore une fois en courant à la pirogue. Lui, le guide, il dormait dans sa pirogue avec ses enfants. J'arrive là en courant. Alors là, je conscientise que, il y a quelque chose chez moi qui reconnaît ça, hein? Ça l'a peur. Mais moi, non. Moi, je suis capable d'être là. Mais ça tremble en maudit. Alors, je sais que mes ancêtres ont peur. Pas moi. Vous devez apprendre à faire des discernements. C'est pas de la philosophie. Vous êtes capable de vous raisonner. Donc, vous êtes correct. Alors là, je pose la question au guide. Je lui demande s'il entend. Alors, il a le couvert par-dessus sa tête. Il me dit oui. Là, je lui demande, est-ce que c'est un animal? Puis en même temps, dans ma tête, mon ajusteur de pensée, il me dit, écoute, c'est pas une pelle mécanique, t'es en pleine jungle. C'est évident que c'est un animal. Question idiote. Qu'est-ce que j'espérais qu'il me dise quoi? Tu sais. Alors le guide, il me dit, il n'y a pas de danger. Puis il est couvert bien comme il faut par-dessus la tête. Puis il me dit, c'est la lamentation du jour qui se lève. Fait que là, tout rassuré, je reviens à ma tante. Puis je dis à mon ami, pas de danger, c'est le jour qui se lamente ici, quand il se lève. Ta tante est pas peureuse, parce que la mienne, ça fait longtemps qu'elle est partie. Mais je décodais, c'est la lamentation d'un animal au lever du jour. Tu sais, à un moment donné, on a juste un peu ce qui amenait. Mais la peur était là. C'est la première fois de ma vie que j'ai connu la peur chez moi. Je ne l'ai jamais reconnue par la suite. Moi, je n'avais pas peur. Mais quelque part, quelqu'un avait peur en maudit. On doit apprendre à connaître. Je ne contrôlais pas ma peur. Tout ce que j'essayais de faire, c'était de rester là. Si vous restez là, vous allez voir que tout ce que vous avez à contrôler, là, c'est plus là. Restez là. Et à un moment donné, je marche, puis les genoux se promènent, puis tout tremble au complet. Mais moi, je suis là. Ça change tout. Ah oui, OK, tout se promène encore une fois, puis l'autre là-bas, il continue à gueuler, etc. Bon, c'est correct. Mais moi, je suis là. Alors, en cas de grosse alerte, au moins, je pourrais probablement faire quelque chose. Le lendemain matin, on s'est rendormi. Il est venu gueuler dans la montagne, à peu près au niveau de notre tente à un moment donné. On entendait des petits animaux qui fuyaient, qui passaient à côté de notre tente, qui gagnaient la lagune. Moi, j'avais pensé de fuir sur la lagune, mais il y avait encore des grandes vagues. Donc, je me suis vu en train de nous noyer là-bas, ou bouffer par les poissons crocodiles, ce qui n'est pas très intéressant. C'est pas agréable, il paraît. Alors, on est resté là. Puis, vers les 4-5 heures du matin, il a arrêté de gueuler. Et puis là, on a resté sur une forme de stress. Mais moi, c'était clair. En dedans, c'est écouté en maudit. Je t'assure qu'il y a des mémoires. L'expérience que t'as pas, là, tu la retrouves en tabarouette. Je t'assure que tu réincarnes les mémoires. Courir par là, faire attention à ci, chasser, faire ci, un piège. Il y en a là-dedans, il y en a que ça se passe. Moi, j'ai pas peur. En dedans, ça travaille. Puis à un moment donné, je me suis endormi. Faut le faire. Puis je me suis réveillé parce que la tente se promenait d'un bord puis de l'autre. Puis ça criait. C'était le zoologiste. Alors, on est sorti, puis le zoologiste, avez-vous entendu cette nuit? Puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, lui, il avait dû avoir peur cette nuit, puis quand j'ai brossé sa tente et demandé c'était quoi, il a dû avoir peur en maudit. Il dormait pas, il était gelé. Lui, son ego, il l'a pris, il a sacré son camp, il nous a dit qu'effectivement, il avait déjà entendu des choses comme ça. Lui, avec, il pensait qu'il pouvait être un dinosaure, parce que là-bas, il y a 3 rangées de têtes d'arbres, puis on connaît pas la jungle. Puis en Afrique, il y a des indigènes qui, lui, a travaillé en Afrique, qui revenaient avec des dessins de brontosaures, entre autres. Alors, mais tout ce qu'il voulait savoir, tout ce qu'il savait, c'est qu'il restait plus là, qu'il s'en allait. Bon. Lui, il n'a pas contrôlé. On l'a contrôlé. La peur était son maître. Moi, la peur était chez moi. J'étais mon maître. Et c'est ce qu'on doit faire dans n'importe quel phénomène de la vie. La personne, elle est émotive? Non. À l'intérieur d'elle, il y a des mécaniques pour exprimer l'émotivité. C'est génétique, probablement. En plus, il y a des mécaniques qui vont se servir de la génétique corporelle. Ça, c'est réincarnationnel. C'est pas votre conscience, puis c'est pas vous. Ça vient animer votre corps physique en attendant que vous allez vous réveiller dedans. Mais je ne dis pas que tu pourrais me dire, oui, mais je veux bien quoi, c'est pas moi qui est émotif, mais ça me nuit en maudit. Et oui. Puis comme je le dis de temps en temps, vous transpirez énormément, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes tout gêné, tout humide. Ben allez-y, serrez-lui la main. Il va savoir que je suis tout... Ben oui, qu'il le sache. Et là, si vous êtes bien vivant, vous dites, mon ego qui est gêné, moi ça va. Mais sachez une chose, c'est pas vous. Vous êtes là, maudit que c'est niaiseux, là, qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes capable de dire ça, mais c'est pas vous de bord qui êtes gêné. Sinon, crime, cessez d'être gêné. Vous êtes pas capable. C'est ce que je dis, c'est pas vous. Apprenez à prendre le contrôle du corps physique, puis l'autre en arrière, il va finir par vous aimer. Il va finir par cesser d'avoir peur de votre évolution. Il va finir par comprendre que c'est le chemin de toute façon, puis qu'il est agréable le chemin. Mais au départ, il y a peur. Qu'est-ce que les acupuncteurs vont découvrir dans l'énergie hominale? Premièrement, ils vont découvrir qu'ils ne peuvent pas piquer là-dedans. Puis deuxièmement, ils vont découvrir que si l'humain apprend à connaître ce que c'est, il n'y aura plus besoin des acupuncteurs. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils découvrent trop vite.
Un acupuncteur qui est honnête. Parce que tu découvres l'énergie vitale. L'énergie vitale de type nominal, ça ne veut pas dire que tous les patients vont être capables de comprendre et de s'en servir. L'acupuncteur va, à un moment donné, faire certaines choses. Il va commencer par s'en servir pour lui-même. Ce qu'il va découvrir surtout, c'est que c'est la seule énergie d'ordre vital qui est créée par l'homme, la femme ou l'enfant, et qui n'est pas créée par rien d'autre dans le règne minéral, végétal, animal. C'est une énergie créée uniquement par le règne hominal. C'est pour ça que moi, je l'appelle l'énergie hominale. Cette énergie-là, elle a la capacité de guérison très rapide, mais elle est captée uniquement par la partie médiale du nez en respiration intercostale. Bon, ça s'apprend, ça s'apprend. À respirer, c'est une technique RESCON, respiration consciente. L'acupuncteur qui découvre ça va être capable progressivement de canaliser. Cette énergie-là, elle sait, elle s'ajuste immédiatement à tout ce qu'un patient ou à tout ce que toi tu as besoin en termes d'énergie. Ce que l'énergie yin et yang ne fait pas convenablement. Donc, on doit piquer ceci, piquer cela, à des heures particulières normalement, en plénitude ou encore en vide. On doit faire attention à ceci. Il y a des interventions acupuncturales qui seront uniquement mange plus de laitue, tu sais, c'est un bon, puis pas nécessaire de toujours piquer. On peut masser, mais l'énergie minale, ça se respire, ça se communique, puis ce que l'acupuncteur va découvrir, c'est probablement l'énergie par excellence au niveau des travaux curatifs énergétiques. Peut-on se fier à une communication archangélique? Est-ce notre double ou notre ange gardien? Vous le savez pas, fiez-vous pas. C'est sûr comme ça. Puis s'il est frustré, c'était pas le bon. Fait que c'est pas grave. La mort est-elle un signe de faiblesse dans l'évolution de l'homme? Non, la mort est un signe de faiblesse dans la stagnation de l'ego. C'est essentiel que le règne humain soit un règne de mortels. Jusqu'au jour où vous aurez suffisamment d'intelligence d'exprimer à travers de vous lorsque vous allez vous exprimer, prendre le contrôle. C'est ça, c'est ça l'intelligence. Imaginons à un moment donné une personne qui cumule de l'ego pendant 50 ans, qui est un tyran, qui est puissant, qui gueule tout le temps, etc. C'est juste de l'ego. La conscience n'a pas touché son corps physique plus qu'il faut. Puis il meurt pas. Ben, après 200 ans de cumulation d'ego, là, c'est un maudit problème. Mais après 3-4 000 ans, là, ça n'a plus de sens. Alors, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'intelligence, donc nous, puis ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir à un moment donné, mais qu'on voit surtout au niveau du similaire, mais quand même qu'on va toucher en bribes aux conférences régulières, c'est que quand on a créé la structure de récupération des structures de la création, bref, quand l'humain s'est effusé, bref, quand on s'est créé, on va dire quand l'homme a été créé. Facile à comprendre pour les égos, mais quand on s'est créé, on a perdu un bout après. Ce qui arrive simplement, c'est que quand on s'est créé, on a créé la mécanique de l'immortalité pour la simple raison que c'est absolument essentiel que dans l'astral, les égos, l'expérience de chaque être humain puisse se fusionner. Et la sexualisation est apparue aussi pour que l'expérience biologique de cellularisation, le codifiage génétique de notre évolution puisse se fusionner. Ce qui fait qu'avec le mélange des sexes, on améliore les génétiques physiques. Avec le mélange des races, on améliore la génétique physique. Puis c'était essentiel que l'expérience de l'astral se fusionne dans le monde de la mort pour améliorer les contextes qui vont venir animer les corps physiques. Comme on a vu un peu au début. En même temps, ça élimine la possibilité d'avoir trop de vastes égos. Il y en a eu quelques-uns qui ont été des tyrans, qui ont été des majeurs. Et eux réincarnaient un paquet d'égos phénoménaux. On peut parler, par exemple, de Ceausescu, on peut parler d'un paquet d'autres personnes. On en a eu aux États-Unis, on en a eu au Canada, mais on en a quand même dans plusieurs pays à l'extérieur. Parce qu'ici, on est trop mental, trop puissant collectivement. On va empêcher ce genre de phénomène. On s'indique rapidement, alors que dans d'autres pays, ils vont voir l'absurdité de telle mécanique, mais ils ne pourront pas rien faire. D'ailleurs, ils ne feront rien pour l'en empêcher, jusqu'au jour où, arrivant à l'écœurement de l'écœurement, on fait une guerre civile, puis on libère. On amène de l'intelligence. Alors, la mort, c'est pas un signe de faiblesse. Dans l'évolution de l'homme, c'est un signe de faiblesse dans l'expression de l'ego. L'ego s'exprime toujours au détriment du corps physique parce qu'il use le corps physique pour s'exprimer. Par les voies endocriniennes, il va le brûler. Par plusieurs mécaniques. Et c'est une chose qui est prévisible. Alors que l'évolution de l'homme, il n'y a pas de faiblesse là-dedans. C'est absolument génial. Comprenez quelque chose. On prend de la matière comme ceci, puis après 322 millions d'années, on va arrondir les chiffres, on laisse faire les milliers puis les journées. La matière ici est capable d'être assise aujourd'hui dans une salle de conférence, sans compter ceux qui sont à l'extérieur, conduire une automobile matérielle, être habillé avec des choses qu'on a ramassées. C'est quétaine du point de vue de la créativité d'intelligence supramentale.
Mes faiblesses humaines, parvenir à prendre de la matière et la rendre aussi intelligente que la nôtre, être capable d'assujettir le reste pour nous amener une expression d'intelligence. Vous savez que le petit électron, il est bien contrôlé, hein? Non seulement il vous réchauffe, il vous amène de la musique, il communique votre voix un peu partout, il est capable de légiférer votre place. Dans l'informatique, il est capable de... Vous avez une automobile, vous éclairez votre chemin, vous en allez avec de la lumière, avec des photons que vous gorochez la nuit comme ça. Faiblesse, non. Génial, oui. Sauf qu'on est encore dans l'adolescence, dans l'enfance de l'humanité. C'est exponentiel, ça va être encore beaucoup mieux. On n'aura plus besoin de tout ça. Mais c'est déjà très bon de partir sur une planète extrêmement froide, à l'époque totalement en fusion, qui s'est refroidie, puis parvenir à habiter là-dessus. Dans un corps de chair qui bouge pas sans nous autres, on perd l'idée de la mécanique. Mais non, il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est vraiment con. Mais nous, à travers la matière, non, on devrait s'acheter un petit Mi-West, puis pas le manger, parce que c'est mauvais pour la santé, tu sais, mais on l'achète pour fêter. Faire un trophée avec. Croyez-vous qu'actuellement nous sommes prêts à vivre, ou du moins avoir la certitude de l'immortalité physique? Pourquoi seulement... j'arrête là. Commencez, il y en a une autre. À 99,98% des humains, probablement pas. Astralement, oui, mais je parle dans une conscience... logique, écologique, puis conséquentielle de la mécanique, la majorité, probablement pas. Il y a des êtres humains, oui. Pourquoi seulement le corps physique doit subir les violences de naissance et de mort alors que les autres corps ne meurent pas? Les trois corps ne doivent-ils pas être immortels aussi ou éternels, les trois ensemble? Bon, quand on parle du corps physique, le corps physique meurt, renaît, meurt, renaît. C'est effectivement une violence. Votre corps vital est dissous et digéré dans le monde morantiel. Donc, il meurt et il renaît. Le corps astral, lorsqu'il gagne le monde de la mort, il pourrit dans le monde de la mort exactement comme le corps physique dans le domaine de la matière. C'est-à-dire qu'il se digère, se fusionne à ce qui est déjà là. Il meurt, lui aussi. Et quand on revient au monde, pourquoi on ne se rappelle pas qui on a été? Parce qu'on ne l'a jamais été. C'est de la mémoire confuse du passé. Notre corps physique, c'est la même chose. Je ressemble à ma mère, je ressemble à mon père, mais je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ressemble à ma grand-mère, à mon grand-père. C'est une mémoire confuse du passé. Tous les corps, ces corps-là meurent et reviennent. La conscience ne meurt pas et ne revient pas. La différence qu'il y a avec la conscience, c'est qu'étant donné qu'elle n'a jamais été convenablement appliquée dans la matière, nécessairement, elle s'applique de mieux en mieux dans la matière. Alors, on n'a pas de souvenir de la conscience. Ici, bon, croyez-vous qu'actuellement, nous sommes prêts? Bon, il faut encore faire attention. Bon, on parle les corps devraient être immortels. C'est évident qu'à un moment donné, atomiquement parlant, votre corps de chair ne mourra pas, ne pourrira pas. Mais ce corps de chair-là n'est pas le corps de chair que vous avez aujourd'hui. C'est pas un corps de chair qui devra s'alimenter. C'est pas un corps de chair qui devra vous amener à vous coucher, qui devra excréter. C'est pas un corps de chair qui aura besoin d'une automobile ou d'un avion pour voyager. C'est pas un corps de chair qui, à un moment donné, sera facilement irritable par l'extérieur. C'est pas un corps de chair qui sera polluable ou empoisonnable. On a encore quelques pas à faire pour aller le chercher, mais ça se fait. Le corps vital est un corps vital qui sera uniquement morontiel, périsprétique, supramental. À l'intérieur du corps vital, il n'y aura pas d'âme. Il n'y aura pas d'ego. Alors, il ne mourra plus. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas continuellement démoli par l'ego. Vous savez, l'ego, ce qu'il fait, lui, c'est que pour vivre de l'émotivité, pour vivre dans la mémoire, il ramasse de l'énergie dans le corps vital, puis il s'en sert pour créer de la forme. Alors, à un moment donné, vous êtes nerveux dans votre emploi, ça nourrit le corps astral, il ramasse de l'énergie vitale, il s'en sert pour créer de la forme. Puis, à un moment donné, il y a une partie de votre corps physique qui manque d'énergie vitale, qui commence à s'oublier. S'oubliant, vous allez avoir quoi? Des ulcères d'estomac? Votre estomac va se digérer lui-même. Vous allez avoir des problèmes pulmonaires. Vous allez avoir des problèmes coronariens. Vous allez avoir des choses que normalement on n'a pas. Alors, quand on est immortel vitalement, il n'y a plus d'ego, ce qui fait qu'on ne puise plus là-dedans. Alors, le corps vital reste essentiellement ce qu'est une cellule humaine. Présentement, vos cellules ont été constituées par les cellules léguées à travers les milliers d'années, les milliers de couples. Puis on est physiquement la réplique exacte, avec des modifications génétiques, des cellules de nos ancêtres. Je parle des prémices, de l'Australopithèque. Donc la vie n'est jamais morte, mais elle a changé en maudit. La conscience, quand on parle d'immortalité, c'est lorsque ça cesse de changer au détriment de l'expression de la conscience. Alors, à un moment donné, effectivement, vous allez être capable de vivre immortellement, vitalement et physiquement. Mais ce ne sera pas comme on l'est présentement. Au niveau de l'ego, il n'y en aura plus. C'est votre conscience, c'est nous, c'est vous qui allez être là-dedans. Conscience supramentale, instantanée. Supramentale, ça veut dire spontanée. Et effectivement, les trois corps seront immortels. Mais pas un que les trois corps, il y aura aussi les autres corps qui seront immortels. Mais l'immortalité, encore une fois, pour l'humain, c'est pas de vivre sur la planète Terre sans arrêt.
Je dis souvent que l'une des clés fondamentales de l'évolution, c'est d'avoir une raison intelligente d'avancer. Alors que souvent, l'humain a une raison émotive, il veut fuir ce qui lui fait peur pour aller chercher ce qui l'attire. Puis ce qui l'attire, souvent, le tire. Comment réussir à expérimenter la mort de notre vivant si nous ne sommes pas anégoïsés? L'anégoïsation engendre la création d'un double éthérique, ce qui va rendre beaucoup plus confortable une mortalité physique. On n'est pas mort. L'être humain qui n'est pas suffisamment anégoïsé, il y a une chose que la personne doit se poser comme question. Si je rencontre quelqu'un, mettons la personne ici qui pose la question, puis je lui demande « Toi, est-ce que tu es anégoïque? » Elle me répond non. Est-ce que tu as commencé une phase d'anégoïsation? Je ne sais pas. La personne, elle est déjà probablement très anégoïque. Oh, pas suffisamment pour avoir un double éthérique qui va lui permettre une bilocation de conscience avec des transports séraphiques à travers d'autres galaxies. Mais par contre, la personne, elle est suffisamment humble pour admettre qu'elle ne le sait pas, puis pour admettre aussi que peut-être je suis pas anégoïque. Il y a des personnes, à un moment donné, on parlait de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle, il y a du monde qui m'appelait en jasant ensemble, puis qui me disait « Ah, moi, je suis pas un homme nouveau. Ah, moi, je suis pas un homme nouveau. » Puis là, on jasait, puis on jasait. « Ah, moi, je suis pas une femme nouvelle. » Puis là, on jasait. Puis finalement, Christy, c'est ça, un homme nouveau, pas une femme nouvelle. Ouais, celui qui se vante d'être anégoïque et recule pas mal. Monsieur Kim, moi, je suis extrêmement anégoïque, puis ça fonctionne pas. Moi, ça me dérange pas. Oui. Continuez à vous égoïser. Vous faites ce que vous voulez. Pas, effectivement, je suis modeste, puis je m'en vante. Ça, c'est... Bon. Comment réussir à expérimenter la mort de notre vivant si nous ne sommes pas anégoïsés? L'anégoïsation est la descente de l'intelligence chez vous. L'anégoïsation, c'est le remplacement de votre ego, la mémoire de votre conscience, par votre présence. Ça veut nécessairement dire que chaque fois que vous allez considérer que ce que vous faites est absolument absurde, pas parce que c'est péché, parce que ça n'a pas de logique, c'est stupide, c'est con, c'est pas intelligent, bien, souriez. Vous êtes aux insolences des mondes astrales, premièrement. Puis deuxièmement, ce qui est extrêmement important, c'est que si vous le constatez, vous êtes en train de vous anégoïser. Oui, vous êtes en train de descendre chez vous. Oui, mais je me fais encore avoir. Ça, on n'a rien à foutre, ce que vous faites avoir ou pas, parce que c'est une mécanique présente. Ça n'a rien à... Ça ne regarde pas. Vous vous anégoïsez parce que vous êtes capable de concevoir. Imaginez que je pose une question à un individu, puis je lui dis simplement, toi, est-ce que ça t'arrive souvent de grimper cet trottoir avec ton automobile pour couper un coin de rue? La personne a dit, oui. Là, je pose la question, est-ce que c'est intelligent de faire ça? La personne, elle me dit, à 3 heures du matin, s'il n'y a personne, pas sur le trottoir, elle passe en rue. T'sais. La personne, elle va me dire, non, c'est pas intelligent. Cette personne-là s'anégoïse. Là, je peux poser la question, toi, est-ce que tu es intelligente? Mais nécessairement, c'est vrai qu'elle est intelligente, elle est capable de se rendre compte qu'il ne l'est pas. Mais elle est manipulée. Elle s'anégoïse. Elle est anégoïque à long terme. C'est être transparent, c'est d'avoir une âme pure. S'anégoïser, c'est souvent d'être colérique, d'être un guerrier, d'être une guerrière, d'être colérique à certaines choses, d'être intransigeant, d'en avoir ras-le-bol. Puis de savoir que quand on crie puis qu'on gueule pour rien, c'est pas ça l'idée. Puis de continuer à savoir que de toute façon, mais le cadre n'est toujours pas juste à ce qu'on est nous. On s'anégoïse. Alors nécessairement, on crée un double éthérique. Ce qui fait que si à un moment donné, vous avez une mortalité, la majorité, vous allez vous en sortir. Plus l'humain va aller, plus l'humain va s'en sortir. Il y a des choses que je ne veux pas dire parce que c'est trop long. Mais de toute façon, la majorité des personnes qui comprennent juste la mécanique, égo ou pas, vous avez de la conscience chez vous. Vous allez vous purger. Mais l'idée qu'il y a simplement, c'est que si on vit suffisamment longtemps pour se créer un double éthérique, drôlement plus agréable. Mais sans ça, il y a plusieurs personnes qui... vous allez rencontrer des choses que je vous dis pas. Parce que si je vous les dis, vos égos vont les rechercher. Et si vos égos les recherchent, un égo, ça ne rencontrera pas ces choses-là, ça va les faire fuir. Il y a de temps en temps, moins on est préparé, mieux on est préparé. Ma fille de 2 ans et demi a commencé depuis quelques jours à parler un langage ressemblant à du russe et un autre ressemblant à de l'inca. Qu'est-ce que ce phénomène? C'est la polyglottie, elle parle différents langages. C'est le phénomène. Ta fille doit parler chinois. Oui, mais elle est née là. Ça aide. L'enfant a des contacts soit avec le monde de la mort, des contacts de mémoire de personnes qui parlent ces langues-là. Ça peut être du slave, c'est pas nécessairement du russe ou ces choses-là. L'enfant peut être en contact avec des mémoires qui lui font faire ça.
Ce qui serait intéressant, ça serait simplement de lui parler en français, ou etc. Mais on la punit pas, évidemment, ça n'a rien à voir. On punit pas un être humain, c'est jamais de sa faute, de toute façon. Alors, on peut s'arranger pour canaliser ça vers la langue française ou la langue anglaise. Ça peut être plus utile. En tout cas, Lenka, ça c'est sûr, c'est pas... Et autre chose aussi, peut-être qu'elle réincarne simplement et carrément des mécaniques assez ascensionnelles, soit Inca, soit slave, ou ces choses-là. Mais ça serait assez douteux, ça se peut. Pourquoi je dis que ça serait douteux, c'est qu'il faut pas à un moment donné que le parent se dise « Ah ben c'est ça. Elle n'est pas manipulée, elle réincarne des... » Parce que là, on peut manipuler l'enfant à devenir quelque chose qu'il ne pourra jamais faire convenablement, qui n'est pas ce qu'il est lui, etc. La meilleure chose à faire, c'est de s'organiser pour que, quand l'enfant parle ces langues-là, on lui pose pas des questions. Pourquoi tu parles ceci, pourquoi tu parles ça, là? On lui parle en français. Et puis, on jase avec elle, puis on travaille, puis à un moment donné, ça va se placer. C'est pas un problème. Pour éviter que ça en soit un, il faut que nous, on réagisse pas mal. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont phénoménales uniquement parce qu'on n'est pas habitué, mais que c'est pas... Moi, quand j'étais jeune, j'ai tiré ma suce grand comme ça. Puis ma mère a consulté des haltérophiles, savoir si... Mais c'est des phénomènes qui sont intéressants. Si l'enfant continue à le développer, par exemple, on parle en français avec elle, puis l'enfant continue à développer cette mécanique-là, faut qu'on s'arrange pour bien lui faire comprendre qu'elle a le droit d'être elle, que de temps en temps, quand elle fait d'autres choses, faut qu'elle se prenne conscience que c'est pas nécessairement elle. On la tasse peut-être pour s'exprimer. Et tu sais, des petites choses comme ça. À un moment donné, elle peut dire oui, mais c'est moi qui parle comme ça. Parfait. Comment on dit poteau de téléphone en russe? C'est pas capable de le dire, pas elle qui parle comme ça. C'est que la bébête qui parle est pas là. Okay, on vérifie ces choses-là, pas pour la diriger, pour qu'elle prenne conscience de l'enfant, hein, vu que si on est un bon pédagogue, pour que l'enfant prenne conscience qu'effectivement, de temps en temps, c'est elle, de temps en temps, c'est pas elle, même si elle aime ça. Après ça, on peut lui dire, je comprends que t'aimes ça, c'est peut-être très plaisant de parler des différentes langues, sans avoir à les apprendre, c'est bon. Mais, parle la langue, ça me dérange pas. Mais sache ce que tu dis, en russe ou en inca. Reste-toi. C'est la conscience qui s'exprime par le corps physique finit réellement par en prendre possession parce que oui. Alors elle sera peut-être slave, inca et française. Ça dérange parfait. L'important c'est qu'elle sache ce qu'elle dit. Et qu'elle reste elle-même. C'est comme pour vous, c'est comme pour nous, c'est comme ça. Ça fait quelques mois que j'applique l'information que je reçois en conférence. Au début, la souffrance s'atténuait, mais depuis un mois, je suis tombé dans un puits de très... Je sais pas c'est quoi. Est-ce une trame karmique subtile? Bon, ça peut effectivement être une trame karmique, ça peut être... Je pense que c'est très triste. Je suis pas sûr du mot. Bon. Il y a plusieurs mécaniques. À un moment donné, il y a des personnes... J'ai toujours été résistant à suggérer. Probablement, je ne conseille rien, mais à suggérer certaines petites choses. Il y a des personnes, à un moment donné, qui s'en sont rendues à un point tel que c'est plus les conférences régulières qu'elles doivent faire. Elles devraient faire le séminaire à la place, puis se rencontrer une fois par mois en conférence spéciale, des conférences de 3 heures, où là, dans le séminaire, elle posera ces questions-là. Parce que là, pour lui expliquer ce qui se passe là, il faudrait que je lui parle de ce que c'est qu'un étranglement du canal réincarnationnel, qui va amener différentes choses comme elle vit là. Faut que je lui explique ce que c'est qu'un ajusteur de pensée qui branle pour rien dans le plan morontiel, ou ce qu'il y a de l'énergie sans information. Faut lui expliquer plein de choses, qui fait qu'à un moment donné, en conférence, on ne peut que glisser sur l'information, puis l'individu, à un moment donné, veut pas, avec les conférences régulières, elle va finir par être assoiffée. Et puis, j'ai structuré des mécaniques qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va donner une information globale au départ, puis après ça, on peut aller plus loin. Mais à un moment donné, j'avais fait cette erreur-là, en conférence régulière, d'aller plus loin. Toutes les nouvelles personnes qui venaient, il fallait qu'ils débarquent, ils ne comprenaient rien. On parlait un langage que personne ne comprenait. Pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes, c'est parce qu'à un moment donné, on invente des mots, parce qu'on s'ajuste sur des concepts. Alors, on a fini par dire, écoute, on va faire des conférences spéciales à la place, puis là, on ira loin, puis des conférences régulières, on s'arrangera pour donner de l'information intéressante. Il vient un moment donné où, effectivement, la personne, elle aurait peut-être plus intérêt à fouiller un peu plus loin. Peut-on réincarner le futur assez puissamment pour neutraliser les mémoires incarnationnelles de tout notre passé? Oui, on peut. Suis-je une réincarnation de Marie-Madeleine? C'est pas moi qui pose la question. Marie-Madeleine est une mécanique réincarnationnelle pivotante rotative. Ça veut dire qu'une femme la réincarne pendant quelques mois ou quelques années, elle décolle. Une autre femme la réincarne, elle décolle. Et elle va donner comme ça de l'information, donc ça se peut que présentement, oui.
Est-ce l'ego ou les mémoires du moi qui vont au ciel? Et c'est quoi la différence? C'est les deux. La différence, c'est que l'ego, c'est l'identification dans les mémoires. Le reste des mémoires, les mémoires volatiles, ne sont pas courants. Les deux vont dans le monde de la mort. Parle-moi de 21e division dans le monde des esprits. On n'a pas le temps là. Bonne fin de semaine. La semaine prochaine. Amusez-vous, oubliez pas qu'on doit s'amuser, puis une conférence comme ça, c'est pas sérieux. Quand on sort, on peut pas tout friper, on s'en va, puis on s'amuse. Mais appliquez ce que vous savez. Bonne fin de semaine.